Alors, bonjour à tous. Fidèles à nos habitudes, on va commencer vu qu'il est midi. Donc, bienvenue à tous. Bien contente d'être ici encore une fois avec vous pour ce midi-conférence. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice. Donc, le contenu est touffu, mais on devrait avoir un peu de temps pour une période de questions à la fin. Je vous invite donc, si vous avez des questions, à utiliser la bulle de conversation. Cette bulle de con- donc, posez vos questions. Par contre, on vous demanderait de ne pas inscrire de réponses aux questions et laisser les présentateurs répondre à la fin de la présentation. Donc, on va se trouver un peu de temps. Aujourd'hui, on publie aussi un texte sur le fonds d'amortissement des régimes de retraite. Yves, qui est un des auteurs, devait être avec nous. Malheureusement, c'est un peu sans qu'il puisse, là, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, je vais jouer ce rôle-là. Donc, je vais présenter un peu le contenu de cette étude-là. Sachez d'emblée que si les explications sont claires, c'est grâce à lui, et s'il reste des ambiguïtés, ben, ça sera de mon fait. Fait qu'on va y aller comme ça. Le FAR, donc le Fonds d'amortissement des régimes de retraite, c'est un exemple de planification vers des objectifs à long terme. C'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui parce qu'en effet, ça va être aussi le prétexte à Luc et Lynn de rappeler d'autres balises ou normes de finances publiques que s'est donné le Québec à une semaine de la mise à jour économique, à quelques mois du budget qui va être le dernier avant la prochaine campagne électorale, on a trouvé que c'était un bon moment pour vous rappeler ces normes, ces balises qui, à notre avis, doivent être préservées et consolidées. Voilà, ça c'est donc le plan de notre midi-conférence. Donc, je vais débuter par vous résumer ce qu'il y a dans l'étude publiée, qui vient d'être tout juste publiée sur le Fonds d'amortissement des régimes de retraite. Suite à ça, Luc et Lynn vont s'échanger la parole pour vous parler du fonds de génération, de notions de comptabilité gouvernementale, du fonds d'électrification et de changement climatique, donc le fonds vert, le fonds des réseaux de transport terrestre, la loi sur l'équilibre, et ça va terminer par des remarques finales et quelques réflexions. C'est le plan de match d'aujourd'hui. Donc, allons-y pour l'étude du fonds d'amortissement des régimes de retraite. Il faut savoir qu'en tant qu'employeur, on sait que le gouvernement du Québec offre des régimes de retraite à ses différents groupes d'employés. Le FOR, en contrepartie, est un actif qui permet au gouvernement d'assumer sa part à lui des engagements relatifs à ce qu'il promet comme rente future, rente actuelle et rente future à ses employés. Notre but avec cette étude-là, c'est un peu d'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et c'est quoi les effets sur les finances publiques, la dette, le solde budgétaire, le service de la dette, par exemple. C'est donc l'objectif de notre document. Je commence par présenter le phare en quelques dates. Donc, je dis le phare, donc on va se limiter à ça pour ne pas le répéter toujours au long. Donc, les premiers régimes de retraite du gouvernement ou pour des employés du gouvernement datent de la fin du 19e siècle. Ce sont des régimes de retraite qui sont déjà à prestations déterminées. Et à cette époque-là, par contre, les cotisations des employés sont versées directement au Trésor public. Il n'y a pas de caisse de retraite, il n'y a donc pas d'accumulation d'épargne pour que ça fructifie, c'est fait à même les fonds le budget régulier du gouvernement. En 73, il y a la fusion de ces deux régimes-là, ça devient donc des régimes à coût partagé employeur-employé. C'est la naissance du fameux REGOP, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Et à ce moment-là, les cotisations des employés sont maintenant capitalisées, ils sont dans une caisse de retraite, mais la part du gouvernement reste dans les dépenses du gouvernement et n'est toujours pas comptabilisée. N'est toujours pas capitalisée, excusez-moi. C'est donc comptabilisé dans les dépenses du gouvernement. Il n'y a pas de reconnaissance de la dette envers les employés. En 1977, Jacques Parizeau, dans son budget, s'intéresse aux effets du régime de retraite sur l'endettement du Québec et il constate que le fait de non comptabiliser ses engagements envers les retraites futures de ses employés risque éventuellement de peser très lourd sur le budget du gouvernement. Il crée à ce moment-là un compte qui est non budgétaire, mais qui permet au moins d'isoler les engagements futurs liés au régime de retraite. C'est la naissance donc du compte des régimes de retraite. On n'est pas encore au fort, mais on y arrive. En effet, c'est en 92 que Gérard Delévesque annonce son intention de créer le phare, qui voit le jour en décembre 1993. Donc, Gérard Delévesque annonce qu'il va déposer à la Caisse de dépôt et de placement, on va le résumer, maintenant ça s'appelle la Caisse, va déposer des sommes empruntées dans un fonds
Puis l'objectif, c'est que dans ce fonds-là, notamment, il y ait un taux d'intérêt, sur un rendement qui soit supérieur au taux d'intérêt des sommes qui auront été empruntées sur les marchés financiers. C'est donc la création du phare. Le premier dépôt au phare a lieu au début de 1994. À ce moment-là, ce qui est indiqué, c'est que le gouvernement peut déposer des sommes dans le phare, mais il n'y a pas d'obligation. C'est un peu à la discrétion du ministre des Finances lorsque les marchés financiers sont relativement favorables. Donc, il y aura des sommes qui seront déposées et les intérêts sur ces sommes-là vont aussi grossir le phare. En 1999, donc il y a quelques années, il y a d'existence du phare, il y a des discussions, les syndicats, le gouvernement, etc. On s'entend pour fixer un objectif pour qu'en 2020, on atteigne que le phare, sa valeur comptable, atteigne 70% des obligations actuarielles du gouvernement envers le régime de retraite ou les retraites futures et actuelles des employés. Et cet objectif-là, il est atteint en 2018, soit 2 ans plus tôt. En 2024, le phare couvre environ 91% des obligations du gouvernement pour les régimes qui sont couverts par les régimes de retraite visés. Donc, on voit que ça a continué à fructifier avec les années. Je parle donc de chiffres, 91%. Donnons aussi quelques chiffres sur le phare. La valeur comptable du Fonds d'amortissement des régimes de retraite au 31 mars 2025 était de 119,5 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Il y a eu un premier retrait du phare pour payer des prestations de retraite en 2024-2025, un montant de 2,5 milliards de dollars. Et il est prévu qu'il y aura des retraits d'une somme équivalente jusqu'en 2029-2030. Je vous ai dit aussi qu'un des objectifs du phare, c'était que les rendements soient supérieurs au coût d'emprunt, au coût des sommes qui sont empruntées. Est-ce que ça a fonctionné? Mais depuis la création du phare, le rendement annuel a été de 7,1 et les coûts d'emprunt moyens du gouvernement ont été de 4,5 un 2,6 2,6 points de pourcentage à l'avantage du phare. Donc, visiblement, ça a fonctionné. Les sommes ont grossi et ont pu se fructifier. Dans l'étude qu'on vous présente aujourd'hui, on aborde une série de notions ou un langage quelquefois un peu hermétique, comptable, lié au régime de retraite. Donc, on a essayé d'expliquer ça simplement, donc de vulgariser tout ça pour que les tenants et aboutissants soient un peu mieux compris de la part de tous ou qu'on parte tous du même endroit. Donc, vous pouvez trouver ça dans l'étude. Un résultat intéressant et qu'on tenait à vous montrer aussi, qui est dans l'étude aussi, donc dans les plus marquantes, c'est l'évolution du passif des régimes de retraite. Donc, le passif, c'est ce qu'on doit, c'est ce que le gouvernement s'est engagé à payer à ses employés pour les prestations actuelles et futures des retraités. Donc, on voit qu'au début du phare, c'était 19,7 milliards de dollars ou 12% du PIB. Et à la fin, au 31 mars 2025, ce passif-là était évalué à 122,9 milliards de dollars ou 20% du PIB. On a aussi dit que le phare, ça permet de couvrir ça. Mais qu'est-ce que ça représente si on regarde plutôt le passif net? Donc, une fois qu'on a tenu compte du phare, des milliards de dollars que je vous ai dit qui étaient inclus dans le phare, on se retrouve donc à un passif net qui est de 3,4 milliards de dollars ou 0,6% du PIB. On voit donc que l'actif est quasi suffisant pour couvrir l'entièreté de ces obligations-là. Ça efface donc un poids de la dette qui serait beaucoup plus important, bien sûr, en l'absence du phare. Donc ça, c'est un résultat vraiment intéressant créé par le phare. Dans l'étude, on répond aussi à une série de questions, notamment quand est-ce que le phare va atteindre son objectif d'avoir une réserve vraiment suffisante, donc d'atteindre 100% des obligations relatives au régime de retraite qui y sont associées. Bien, ce qu'on calcule, c'est quand ça va être en 2029, autour de 29-30, que 100% des obligations vont être couvertes grâce au phare. On répond aussi à d'autres questions. Est-ce qu'à l'arrivée à maturité du phare, quels seront les effets sur les équilibres financiers du gouvernement? Les effets d'un retrait du phare sur la dette et le service de la dette. On a dit les retraits sont commencés. On regarde aussi quels seraient les effets d'une bonification du régime de retraite
aussi sur la dette, le service de la dette, les équilibres financiers. Naturellement, ça aurait des effets négatifs sur les régimes, sur les équilibres financiers. Et on répond aussi à la question, y a-t-il des conséquences à laisser croître le fort? L'idée derrière cette question-là, c'est de dire, bien, comme c'est avantageux, les rendements sont supérieurs au coût d'emprunt, bien, peut-être que ça vaudrait la peine de le laisser croître encore et encore si c'était possible. Bien, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que oui, il y a des risques. Il y a des risques toujours, bien sûr, financiers, mais il y a aussi des risques politiques. On pourrait avoir le goût d'aller piger dans le fond pour d'autres fins que ce à quoi c'est prévu, naturellement. Mais dans les faits, une fois que les objectifs sont atteints, qu'on atteint donc 100% des obligations, il faut que le gouvernement s'assure de stabiliser ce fonds-là, le laisse autour de ça. On n'a pas à ajouter de nouveaux objectifs. On couvre et on laisse 100% des obligations couvertes. On aura donc atteint l'objectif. Il y a 30 ans, il y a une décision judicieuse qui a été prise, donc de permettre aujourd'hui au gouvernement d'enlever un poids qui aurait été le passif des régimes de retraite sur les finances publiques du gouvernement. On peut donc dire qu'il s'agit vraiment d'un exemple de planification à long terme qui devrait inspirer tous les ordres du gouvernement fédéral, Québec et ailleurs. Donc, ça vaut la peine de prendre des décisions pour le futur. Ça peut fonctionner et ça a des effets positifs. Sur ce, je laisse la parole à Luc qui va continuer. Alors, merci Suzy. Alors, vous comprenez qu'on aurait pu parler beaucoup plus longuement de cette étude-là, qui, à mon avis, est très intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à contribuer à la réalisation de cette étude-là sur le fonds d'amortissement des régimes de retraite. Des fois, on part ça là, sans trop savoir où on va atterrir, puis là, on trouve que ça donne les résultats qui méritent d'être diffusés. Mais sans plus tarder, je passe, après le fonds d'amortissement des régimes de retraite, allons à un autre bon coup, du moins c'est ce qu'on va tenter de vous montrer, le fonds des générations. Alors, le fonds des générations, pour débuter, peut-être rappeler sa création, adoptée en 2006. La loi là, qui crée le fonds des générations et les cibles, dont je vais vous parler dans quelques instants, a été modifiée à quelques reprises. Les changements les plus récents, remontent à décembre 2023, lorsqu'on a modifié la loi sur la réduction de la dette et portant création du fonds des générations. Mais même dans le dernier budget, le gouvernement a dû revoir les cibles à la hausse d'endettement. Donc, je vous présente un peu l'objectif. Évidemment, l'objectif est très simple. Réduire la dette en termes relatifs et notamment essayer de diminuer le transfert intergénérationnel de fardeau de l'endettement. Les moyens pour y arriver, c'est d'avoir créé un fonds des générations avec des revenus dédiés et qui doivent servir exclusivement au remboursement de la dette. Les cibles dont je vous parlais sont les suivantes. Donc, dans la loi révisée en décembre 2023, on est venu donner des cibles rehaussées dans le budget de mars dernier. Donc, à plus ou moins 2,5 points de pourcentage du PIB d'écart, le gouvernement vise une dette nette en 2032-33 de 35,5 du PIB et quelques années plus tard, 5 ans plus tard, d'avoir une dette nette en pourcentage du PIB de 32,5, encore une fois, donc avec plus ou moins 2 points et demi de pourcentage d'écart. Je vous montre un peu ce qu'a donné ou pas donné le Fonds des générations. Ici, je vous présente l'évolution de la dette nette du Québec en pourcentage du PIB avant la prise en compte du Fonds des générations. Vous voyez malgré tout que nous avions un sommet autour de 2013 et qu'il y a eu une tendance par la suite à la baisse. Oui, il y a eu des effets pandémiques. Et là, on voit que le retour à l'équilibre budgétaire plus difficile amène une tendance haussière là, depuis 2022. Ça, c'est sans tenir compte du Fonds des générations. Lorsqu'on rajoute le Fonds des générations, les constats sont un peu les mêmes, mais tout est plus amplifié. Et donc, le poids de la dette est en diminution plus fortement. On remarque malgré tout une petite tendance haussière depuis 2022, mais cela dit, il devrait y avoir une baisse à partir de l'année 2029-30. Puis vous voyez que, pour, mettons, la dernière année complétée, on a 5
0,7 de pourcentage de PIB de moins de dette nette. Donc, c'est quand même significatif. Mais vous voyez qu'on est encore loin des cibles dont je vous parlais de 35,5 en 2032 et 32,5 en 2037. Une autre façon de parler de la dette du Québec, on pourrait parler de la dette nette en par habitant. Donc, par habitant, en dollars constants de 2023, comment la dette a évolué? Bien, on peut voir que depuis 2009, la dette du Québec est 6,8 moins importante grâce au Fonds des générations, mais en l'absence du Fonds des générations, elle aurait été 5,2 plus importante. Donc, quand même un écart là, de 12 points là, d'écart entre s'il n'y avait pas eu la création du Fonds des générations, la dette aurait cru, elle a maintenant décru par habitant. Et on aime ça se comparer avec l'Ontario, donc je vous rajoute maintenant une comparaison avec l'Ontario. Pendant que nous, la dette nette par habitant en dollars constants diminuait de 7 points de pourcentage, celle de l'Ontario durant la même période augmentait de plus de 25 points de pourcentage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut voir ça manifestement comme un bon coup des décisions gouvernementales. Lynn et moi, dans les prochaines diapos, on va aborder la question de comptabilité gouvernementale. Donc, quelques notions autour de ça, là, parce que lorsqu'on parle de fonds, nécessairement, ça amène une comptabilité qui pourrait être particulière. Donc, je débute en vous parlant du Fonds consolidé du gouvernement du Québec et vous dire que ça prend sa source dans la Constitution. Oui, 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 dans la Constitution canadienne, on parle du Fonds consolidé à l'article 126. Et dans la loi sur l'administration financière au Québec, on indique aussi que les revenus, de quelque source qu'ils proviennent, qui sont reçus et dont le Parlement a le droit d'allocation, doivent être versés au Fonds consolidé. Et donc, là, je vais vous montrer un peu. Donc, dans le fonds consolidé, vous comprenez qu'il y a un fonds général et des fonds spéciaux. Et là, on va tenter de vous expliquer un peu c'est quoi la différence, c'est quoi des fonds spéciaux, à vrai dire. Puis, un fonds spécial, dans le fond, c'est un véhicule comptable qui permet d'isoler des recettes de l'État qui seraient autrement versées au fonds général en vue de pourvoir à certains engagements financiers particuliers. Donc, un fonds spécial, ça a une comptabilité distincte, ça a toujours le contrôle parlementaire par l'étude des crédits et il y a toujours un ministère qui est responsable de faire respecter le budget des dépenses autour de ça. Maintenant, on va regarder qu'en pense le vérificateur général. Est-ce que le vérificateur général aime ça, les fonds spéciaux, ou il aime les fonds spéciaux, ou il n'aime pas ça? Bien, il y a plutôt un avis favorable. Le vérificateur général dit que la création de fonds spéciaux, ça permet de financer, avec des revenus dédiés, des missions prioritaires. Puis ces fonds-là donnent une meilleure indication aux citoyens de la manière dont les revenus sont prélevés puis dépensés. Donc, je poursuis, toujours avec quelques notions de comptabilité gouvernementale. Lorsque les revenus-dépenses sont faits dans le fonds général du gouvernement, si à la fin de l'année, il y a un surplus qui n'est pas affecté, donc on arrive à un surplus budgétaire à la fin d'un exercice, mais ce surplus-là va automatiquement servir au remboursement de la dette lorsqu'on est dans le fonds général. Alors que lorsque nous sommes dans des fonds spéciaux, s'il arrive un surplus à la fin de l'exercice, bien, le surplus peut demeurer dans le fonds, ce qui explique pourquoi les surplus peuvent être placés, générer des revenus de placement, et ce n'est que cet actif-là qui vient réduire. Lorsqu'on compare la dette nette, on tient compte que nous avons un actif, mais les sommes restent et demeurent pour combler les objectifs visés et ne sont pas versées automatiquement en remboursement de la dette. Maintenant, on vous a déjà parlé du Fonds d'amortissement des régimes de retraite. On vous a parlé du Fonds des générations. Bon, est-ce que tout ça, c'est des fonds spéciaux? C'est ce qu'on va tenter de décortiquer. En premier lieu, l'objectif n'est pas de vous mélanger, mais en premier lieu, le Fonds d'amortissement des régimes de retraite dont Suzy parlait n'est pas un fonds spécial. Il n'y a pas de revenus dédiés. Il s'agit d'emprunts. Et comme ça a été souligné, bien, c'est de l'emprunt en vue de générer des revenus de placement. Et dans le fond, on veut amortir un passif avec ça. Et donc, c'est davantage un fonds d'amortissement qu'un fonds spécial.
Moi, je vous ai parlé du fonds des générations. Bien, ça, c'est un fonds dédié. Donc, il y a des revenus qui sont dédiés au remboursement de la dette. Je viens juste de vous en parler. Et dans les prochaines diapositives, Lynn et moi, on va vous présenter le Fonds d'électrification des changements climatiques, le Fonds des réseaux de transport terrestre, donc le FEC et le FOR, F-O-R-T. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est des fonds spéciaux? Et oui, c'est des fonds spéciaux parce qu'il y a des recettes dédiées à financer des activités qui sont spécifiques. C'est ce que nous allons voir prochainement. Oui, donc ça, c'est rendu à mon tour, c'est ça? C'est bien cela. Merci Luc. Donc, je poursuis dans cette analyse des fonds, donc à travers les fonds spéciaux, pour vous donner un peu plus d'éléments autour de ces fonds-là. Donc, particulièrement la pertinence des fonds spéciaux. Il faut savoir que là, on vous parle de quelques fonds aujourd'hui, mais le Québec utilise un peu plus de 40 fonds spéciaux pour différents objectifs. Donc, la pertinence d'utiliser ces fonds spéciaux-là, c'est en fait d'assurer que les recettes qui vont être collectées sont utilisées dans le respect de certaines balises. Donc, on pourvoit au financement de ces fonds spéciaux-là, puis on le fait dans une optique d'avoir des dépenses très spécifiques ou d'avoir des objectifs très spécifiques à rencontrer. La loi sur l'administration financière du Québec précise que ces fonds doivent avoir, comme Luc le précisait, là, un budget distinct, une comptabilité distincte là, pour bien voir les revenus et les dépenses. Puis la loi qui met en œuvre un fonds spécial va prévoir spécifiquement la raison d'être, l'objectif du fonds et donc les dépenses qui pourront être faites pour atteindre ces objectifs-là. On est donc dans une situation où on accroît la transparence dans l'affectation des recettes, puis l'accroissement de la transparence, ça revient au commentaire du vérificateur général. En fait, c'est susceptible d'améliorer aussi l'acceptation sociale du prélèvement. Donc, dans la mesure où un fonds spécial est financé à travers un prélèvement particulier, bien, ce prélèvement-là, l'acceptation sociale du prélèvement est accrue par une transparence de l'utilisation des sommes par la suite. Et si on regarde juste brièvement, mais on va y revenir, le FOR, donc, lui est dédié à l'entretien puis au développement des infrastructures routières et de transport en commun, alors que le FEC, qui est en fait l'ancien fonds vert, effectivement, donc le fonds d'électrification et de changement climatique, est dédié au financement de mesures qui visent à lutter contre les changements climatiques, en fait. Si on focus un peu plus davantage sur les fonds spéciaux en éco-fiscalité, donc celles qui ont une vocation, ces fonds-là qui ont une vocation environnementale, ben, ce qu'on cherche à faire lorsqu'on crée ces fonds-là, c'est en fait d'agir un peu à travers des mesures éco-fiscales là, sur les comportements, d'inciter à délaisser des comportements qui produisent des effets néfastes là, sur l'environnement puis qui engendrent des coûts économiques et sociaux importants, puis favoriser des comportements qui réduisent au minimum l'empreinte écologique. Donc, l'éco-fiscalité, on va chercher à inclure le coût de la pollution dans le prix des biens et des services afin d'influencer la décision de consommer ces biens et ces services-là en tenant compte du véritable coût associé à ces biens et services. Puis, on va agir sur le comportement parce qu'on va avoir augmenté le prix des coûts et des services, mais aussi parce que à travers le fonds, on décidera, par exemple, de mettre des incitatifs en place pour accroître les bons comportements, donc pour récompenser les bons comportements. L'utilisation des fonds peuvent servir à ça, à mettre en place des incitatifs. Si on regarde la source des fonds, des différents fonds à vocation environnementale, ce qu'on peut voir, puis ces sources-là, c'est des prélèvements qu'on pourrait appeler des prélèvements éco-fiscaux. Donc, le fonds d'électrification, le FEC, qui est l'ex-fonds vert, donc, est financé
très grande partie, là, près de 90 bon an, mal an, qui provient des droits du SPED. Donc, la totalité des droits du SPED sont versés au FEC et il y a aussi les quotes-parts des distributeurs d'énergie. Pour ce qui est du FOR, donc qui est financé à travers les taxes sur le carburant, droits d'immatriculation, permis de conduire, donc ces types de prélèvements-là représentent 56 du financement du FOR. Le Fonds des ressources naturelles, quant à lui, est financé par des redevances. On va parler de redevances au niveau des forêts ou des mines. Une partie des droits miniers va être versée au Fonds des ressources naturelles. Et ça représente un peu plus de 40 de l'ensemble des revenus du fonds. Pour ce qui est du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, il est financé par des redevances en matière résiduelle, des compensations financières, des droits annuels là, pour l'obtention d'attestations d'assainissement des eaux dans le milieu industriel. Donc ça représente 82 donc une grande partie des recettes du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique. Et le nouveau Fonds bleu, auquel on attribue maintenant les redevances sur l'eau qui étaient auparavant sur le fonds du domaine hydrique. Maintenant, est versé au fonds bleu. Ces redevances sur l'eau qui ont été beaucoup augmentées dans les dernières années, donc pour accroître le coût de la consommation de l'eau. Et le fonds bleu est dédié là, à la gestion de cette ressource-là, de la ressource qui est constituée de l'eau. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée générale là, des revenus qu'on va chercher et qui sont des prélèvements éco-fiscaux qui augmentent le coût de certains services, de certains biens, et ça s'en va dans des fonds dédiés pour l'environnement. Donc, quelques publications là, à la Chaire qui ont été faites avec des collègues là, sur ces sujets-là, si vous souhaitez en savoir davantage. Maintenant, une fois qu'on a ces fonds en place-là, on peut se questionner un peu sur l'utilisation comme telle des fonds et qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs, puis quelle est cette perception-là aussi au Canada. Donc, d'une part, si on regarde dans le premier tableau, on représente un pourcentage des recettes annuelles qui proviennent de droits d'échange dans les pays de l'OCDE et quelques autres pays qui se sont ajoutés dans l'étude pour voir les recettes qui sont collectées servent à quoi. Donc, on a mis à part la partie qui s'en va dans un fonds général. Donc, il y a effectivement certains pays qui en mettent une partie au fonds général, mais ça représente à peu près 14 de l'ensemble de ces recettes-là. Maintenant, quand on prend juste les recettes dédiées, elles sont dédiées à quel type de dépenses? À plus de 50 c'est pour des financements de mesures vertes, plus de 25 pour des compensations aux utilisateurs d'énergie. Donc, on peut penser à avoir des mesures là, qui tiennent compte des effets distributifs, donc et qui compensent, par exemple, les ménages à faible revenu. Et le financement de transport, de dépenses de transport aussi à plus de 20 Et que ça nous donne une idée du fait là, qu'on associe vraiment un type de prélèvement à un type de dépense, puis on le dédie à ces dépenses-là. Maintenant, si on se questionne sur l'acceptabilité ou l'acceptation de ces prélèvements-là, quand est-ce qu'ils sont le plus acceptés, dans quelles circonstances ils le sont? Il y a un sondage qui a été fait en 2021-2022 dans 20 pays, dont le Canada. Et ce que ça démontrait, c'est que pour les mesures associées à une tarification carbone, 40 de la population canadienne appuie ce type de prélèvement-là qui augmente le coût d'un bien. Mais sans nécessairement qu'il y ait une affectation particulière des recettes. Alors que ce pourcentage-là augmente à 49 si les recettes servent à subventionner les technologies vertes. L'appui va même aller jusqu'à 54 lorsque c'est associé avec des mesures qui protègent les ménages à faible revenu, là, qui prévoient des transferts progressifs aux ménages pour tenir compte des effets distributifs là, et l'impact des prélèvements éco-fiscaux. Maintenant, pour que tout ça soit mis en place, pour que les fonds fonctionnent bien et rencontrent leurs objectifs, il y a à la fois des coûts, puis il y a à la fois des bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer d'en tirer parti le plus possible. Donc, d'une part, évidemment, si on isole les recettes perçues,
puis qu'il faut rendre des comptes sur l'utilisation des fonds de façon spécifique, etc., bien, ça engendre des coûts administratifs qui sont nécessairement plus élevés que si on avait une affectation générale au fonds, une affectation au fonds général. Donc, ça entraîne des coûts administratifs plus élevés nécessairement. Ça entraîne aussi une plus grande imputabilité des décideurs parce que, bon, il y a quand même une transparence quant à l'utilisation des fonds, aux décisions qui sont prises pour utiliser les fonds. Puis, il faut aussi, de l'autre côté, se demander comment on peut être le plus performant possible lorsqu'on crée un fonds dédié comme celui-là. C'est quoi les meilleures pratiques qu'on pourrait mettre en place? Bien, tout d'abord, il faut s'assurer qu'on ait des prélèvements, qu'on a un financement de ce fonds-là qui est suffisant pour atteindre les objectifs. Donc, il faut se donner les moyens de nos ambitions lorsqu'on crée un tel fonds. Il faut aussi qu'il y ait un ensemble clair de règles qui déterminent comment on va choisir les dépenses et les investissements qui sont faits. Il faut que ce soit relativement clair et il faut aussi prévoir la possibilité ou l'obligation qu'il y ait des vérifications, donc qu'il y ait des audits de conformité de façon assez régulière. Maintenant, si on regarde, et ça c'était pour l'ensemble des fonds, mais si on se questionne plus spécifiquement, puis on regarde plus spécifiquement le FEC, donc, rapidement, on en a déjà parlé. L'objectif de ce fonds-là, c'est de s'assurer de réaliser des mesures concrètes et efficientes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis s'adapter aux impacts des changements climatiques. Les sources de revenus, on l'a vu, 100% du marché du carbone s'en va dans ce fonds-là et ça représente près de 90% du financement. Donc, un peu d'autres mesures aussi qui permettent de financer le fonds. Si on regarde l'historique, bien effectivement, le FEC remplace le fonds vert. Pourquoi le fonds vert a été remplacé? Bien, il y avait quand même des critiques quant à la gestion du fonds vert. Il y avait des attentes élevées envers une gestion efficiente pour maximiser la réduction des gaz à effet de serre, mais ça se voyait pas toujours dans la transparence de l'utilisation, puis dans les décisions d'investissement et de dépenses qui étaient prises, l'effet réel sur la réduction ou le lien avec la réduction des gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'en 2019, le gouvernement s'est engagé avec le FEC à utiliser judicieusement les fonds versés, puis en pratiquant une gestion axée sur les résultats. Ce qu'on voulait vraiment, c'est d'avoir des actions pragmatiques à entreprendre pour électrifier notre économie et lutter contre les changements climatiques. Et la loi de mise en œuvre du FEC est venue vraiment préciser les mesures qui pouvaient être mises en place et le fait que les fonds devaient être utilisés spécifiquement pour lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il y en est actuellement si on regarde les années courantes, un peu moins 1 plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Bien, l'ensemble des revenus sert à financer des mesures qui sont prévues dans le plan pour l'économie verte, donc et qui sont détaillées dans le plan de mise en œuvre. Ce qu'on voit, c'est que la totalité ou presque est utilisée en 2023-2024, puis c'est projeté aussi en 2025-2026. Les recettes qui sont récoltées, il y a des mesures concrètes mises en place pour dépenser et qui sont en lien avec l'objectif du fonds. Les types de mesures, les exemples qu'on peut avoir, bon, évidemment, le rabais à l'achat de véhicules électriques, électrification du transport scolaire, qui sont des mesures, bon, qui ont été, dont on met fin très prochainement. Donc, on le voit dans le plan de mise en œuvre que ces mesures-là les montants vont être de zéro, mais il n'y a pas de diminution des dépenses à cause de ça. En fait, il y a un remplacement par d'autres types de programmes, fait qu'on voit qu'il y a quand même une progression aussi des dépenses jusqu'en 2030. Réduction de consommation de l'énergie par l'industrie, le programme Éco-Performance va demeurer. Il y a une croissance dans les dépenses à cet égard-là, mais on a aussi ajouté des soutiens pour la bioénergie, par exemple, puis des soutiens aussi pour les bâtiments, récupération de chaleur ou ce genre de programme-là. Donc, il y a une croissance des dépenses. Ce qui fait qu'on peut se demander, OK, il y a une croissance des dépenses qui est équivalente aux revenus, à peu près la totalité des revenus qui proviennent du marché du carbone. On prévoit les utiliser dans les prochaines années. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, on a un surplus?
de 1,8 milliard de dollars dans le fonds, bien, en fait, ça vient du passé davantage que de la situation actuelle. On peut voir que, bon, il y a eu une petite croissance quand même au début et par la suite, bon, on est resté relativement stable là, pour la période 2010-2015. Bon, des petits soubresauts et une croissance entre 2017 et 2020 qui nous amène en 2020 avec déjà un surplus à 1,7 milliard de dollars. Donc, ce surplus-là, il a été accumulé précédemment. Là, ça varie un petit peu à travers les années. Donc, le surplus, bon, c'est dû à une sous-utilisation des revenus générés entre 2015 et 2020 et aussi le fait que, bon, il y a eu un assujettissement des distributeurs de combustible là, au SPEN qui a accru les revenus. Fait qu'on a une sous-utilisation des revenus pendant cette période-là et un accroissement une sous-utilisation en termes de dépenses et ensuite de ça, on a un accroissement dans les revenus. C'est ce qui a créé ce surplus-là et là, c'est relativement stable. Évidemment, il n'y a pas d'obligation de dépenser à chaque année la totalité des revenus et probablement que c'est une bonne chose parce que si à chaque année, le fonds devait absolument dépenser les revenus annuels gagnés, bien, ça ne permettrait pas de flexibilité là, pour faire face dans certaines années lorsque des programmes auxquels on veut donner une certaine importance ou des enjeux nouveaux auxquels on veut répondre, bien, on n'aurait pas cette flexibilité-là. Ce qu'il faut voir, c'est que le surplus cumulé pourrait, lui, nous permettre de faire face à des enjeux ponctuels ou des enjeux qu'on n'a pas nécessairement vu venir d'ici 2030. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est, bon, c'est parfait, on sait ce pourquoi on veut dépenser et on cerne les dépenses qui sont là pour agir sur les changements climatiques dans le fond. Par contre, il faut aussi voir bien, quel est l'effet vraiment de ces mesures-là, de ces incitatifs-là qu'on fait, les dépenses qu'on va faire, à même les recettes dans le fait. Est-ce qu'elles servent véritablement à réduire les gaz à effet de serre? Parce que notre objectif, on le voit ici. En fait, excusez-moi, j'ai trop... On le voit ici, notre objectif, c'est d'avoir une réduction là, en 2030 de 30 millions de tonnes en équivalent de CO2. Bien, pour atteindre ce 30-là, bien, oui, il y a une partie qui va venir des changements de comportement liés au SPED. Donc, il va y avoir une réduction de consommation parce que le prix a été augmenté. Il va y avoir aussi des changements de comportement parce qu'on a des mesures incitatives, la réglementation, etc. Mais tout ça va nous permettre de réduire de peut-être 18 millions de tonnes. Il nous reste une autre petite partie là, de mesures qui pourront avoir des retombées, mais il y a près de 10 millions de tonnes qu'on ne sait pas quelles sont les mesures qui vont nous permettre d'atteindre ça. Donc, c'est là où le surplus qui avait été cumulé pourrait servir à identifier des mesures qui vont nous permettre d'atteindre la réduction, la cible de réduction de gaz à effet de serre qu'on projette pour 2030. Donc, dans la gestion des fonds, il reste un peu des enjeux qui demeurent, c'est de se demander quels sont les choix qu'on va faire, des mesures qu'on va financer, sur quelle base on va faire ces choix-là? Est-ce que c'est sur la base de l'impact de la réduction des gaz à effet de serre versus le coût de ces mesures-là? Est-ce que c'est pour mitiger les impacts des changements climatiques? Est-ce que c'est pour compenser les effets redistributifs des mesures choisies? Donc, ces questions-là demeurent. Et bien qu'il y ait beaucoup plus de transparence avec l'utilisation du FEC versus le fonds vert. On a un bilan, un tableau de bord, mais qui est davantage axé sur des indicateurs, sur les extrants, mais pas nécessairement toujours, on n'arrive pas à mesurer l'impact de certaines mesures sur véritablement la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est un enjeu qui demeure. En terminant cette partie-là sur le FEC, ben, quelles sont les perspectives futures? Ben, c'est sûr qu'on reconnaît qu'il y a des vents contraires. Là. Il y a le retrait des redevances sur le carbone au Canada, le nouvel agenda ou le manque d'agenda climatique là, aux États-Unis.
Mais tout ça, en fait, ça ne change pas la pertinence de l'approche puis de ce qui a été créé dans le passé. Donc, la constitution de ce fonds-là, qui vient du fonds vert, puis maintenant le FEC, ça ne change pas cet impact-là. Surtout que il y a peu d'impact ou pas d'impact négatif économique. Ce qu'on voit ici en conclusion du FEC, en fait, c'est que l'impact des mesures du SPED, donc le signal prix, le fait que le prix est augmenté parce qu'on a le marché du carbone, ça a un effet négatif sur, un effet négatif sur le PIB. Par contre, il y a un effet positif de toutes les mesures qu'on met en place, les incitatifs, etc., pour aider le développement de technologies, peu importe, là, ces mesures-là qu'on met en place, en fait, ça a un effet positif, ce qui fait qu'au net, il y a un effet positif sur le PIB de 0,7 milliards de dollars. Il y a quand même un petit impact non négligeable négatif au niveau du revenu des ménages, mais tout ce que ça nous pointe, c'est peut-être de faire attention, de prêter une attention particulière aux impacts redistributifs des mesures qu'on met en place, ce qu'on n'a pas fait par le passé, mais qu'on pourrait très bien intégrer dans les prochaines mesures là, du FEC. Alors, je reprends le contrôle de la présentation pour passer maintenant au fonds des réseaux de transport terrestre. Un fonds dont on a parlé abondamment parce que le fort FO-Ferté est intimement lié aux taxes sur l'essence. Donc, juste si on regarde dans les 2 dernières années, la Chaire a publié 6 études sur fort et taxes sur l'essence et également publié dans des revues un peu plus spécialisées. Donc, l'objectif, rapidement, c'est l'objectif du fort est de financer, dans le fond, la construction et l'exploitation d'infrastructures routières et d'infrastructures de transport en commun. Donc, c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc, par la suite, de voir quelles sont les sources de revenus qui sont dédiées à ce fonds-là des réseaux de transport terrestre. Donc, taxes spécifiques sur les carburants des véhicules routiers à 100 %, tous les droits d'immatriculation et permis de conduire versés dans le fort. Il y a des transferts du gouvernement fédéral. Lorsque le fort manque d'argent, il y a des transferts du Fonds général à travers le ministère du Transport. Et il y a également des transferts, comme Lynn a parlé, à travers le Fonds d'électrification et des changements climatiques. Donc, on le voit ici, il y a un peu des transferts du Fonds d'électrification qui vont dans le fort. Et à vrai dire, on comprend que le fonds d'électrification se finance essentiellement à travers le SPED, là, donc le système de plafonnement des échanges et des droits d'émission. Vous pouvez voir la petite partie qui assure les deux, là. On est à 302 millions et le SPED finance, dans le fond, 92 % du FEC. Donc, je veux juste vous montrer un peu quand on parle du fort, la comptabilisation de la situation actuelle, là, donc des états financiers, des dépenses entre 2014 et 2024 qui sont en forte augmentation, passant de 3,2 milliards à 6,7 milliards. Mais quand on regarde du côté des revenus, si on prend la taxe sur l'essence, elle est en pleine stagnation, 2,1 milliards en 2014, 2,1 milliards 10 ans plus tard. Donc, pas de croissance de la taxe sur l'essence, pas d'indexation du taux. Donc, on a le même taux depuis 2013 et il n'y a pas de quantité qui est en augmentation. On voit également que les transferts du ministère, donc des transferts du Fonds général via le ministère du Transport, qui était de 0 au début des états financiers en 2014 pour le fort, c'est maintenant rendu près de 2,5 milliards de transferts. Donc, il y a une absence d'autofinancement dans le fort qui doit se faire par des transferts en provenance donc du Fonds général. Et on voit après ça d'autres types de revenus, donc des droits et permis qui sont en augmentation, malgré tout, alors que le fort en 2014 finissait avec un surplus. Pour l'année en cours, le fort 2024-25 a terminé avec un peu plus de dépenses que de revenus. Ici, je vous montre, dans le fond, la part des taxes sur le carburant
dans le total des dépenses du fort. Donc, on est passé de montant de plus de 70 à un montant de 73 à 32 Et si j'ajoute également les droits et permis, bien, vous voyez que à l'origine, en 2013-14, c'était plus de 100 des droits, des taxes sur le carburant ainsi que les droits et permis qui faisaient plus que 100 des dépenses du fort. Et on est rendu maintenant à 54 lorsqu'on analyse les deux combinés. Donc, clairement, le fort n'arrive pas à s'autofinancer avec taxes sur les carburants et droits et permis. Ça veut dire que les recettes sont insuffisantes pour assurer le respect du concept d'utilisateur-payeur, du concept de bénéficiaire-payeur. Ça veut dire qu'il y a une illusion que ça coûte moins cher les infrastructures. Donc, la demande est artificiellement gonflée. Et donc, les décideurs, eux, veulent augmenter les infrastructures routières parce que des gens veulent plus, parce que ça ne coûte pas le bon prix. Donc, c'est tout ça qui est les concepts économiques sous-jacents à des recettes insuffisantes dans le FORT qui devrait être corrigé. On passe maintenant à une autre balise importante. C'est moi qui vais garder le micro, mais on parle de la loi sur l'équilibre budgétaire. On peut voir que la loi sur l'équilibre budgétaire a été mise en place, instaurée, adoptée à l'unanimité en 1996 par l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale. Les règles étaient peut-être un peu trop sévères. Elle a été suspendue à 2 reprises, lors de la crise financière et lors de la crise pandémique. Et par la suite, il y a eu des changements, les plus récents changements de la loi pour favoriser qu'elle soit plus adaptée au choc économique, ont été adoptés il y a moins de 2 ans, en décembre 2023. L'objectif ne peut pas être plus simple de la loi sur l'équilibre budgétaire, équilibrer le budget de l'État. Et on a mis des circonstances dans lesquelles un gouvernement pourrait présenter un budget déficitaire. Évidemment, s'il y a une catastrophe et il y a un impact majeur, détérioration importante des conditions économiques, réduction substantielle des transferts fédéraux, c'est les 3 conditions qui peuvent conduire à ce qu'un ministre présente un budget déficitaire. Maintenant, dans quel cas un ministre doit présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire? Bien là, il faut bien comprendre, depuis que la loi a été modifiée, si le gouvernement, on constate, donc on est rendu à finaliser les états financiers, le vérificateur général regarde les revenus-dépenses. Si on constate un déficit au compte public et que ce déficit au compte public-là est plus grand que ce qu'on verse au fonds des générations, c'est dans cet unique cas-là qu'on doit présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire et on doit le présenter quand? On doit le présenter dans le 2e budget que le ministre des Finances aura présenté après que le ministre ou le vérificateur général ait constaté un déficit plus grand que les versements au fonds des générations. Si on avait appliqué les nouvelles règles de la loi sur l'équilibre budgétaire à tous les revenus-dépenses du gouvernement, on aurait constaté un déficit en 2021. On aurait eu 2 budget pour présenter un plan. Ça aurait été en mars 2023 et l'équilibre budgétaire aurait été retrouvé en 27-28 comme l'Ontario. Alors, comme on avait suspendu la loi et qu'on a mis en place la nouvelle loi qu'en 2023, le gouvernement s'est donné le droit que de présenter un plan en mars dernier, ce qui nous amène à retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-30. Et si je vous montre l'effet ratio déficit PIB, et on peut voir que l'arrivée de la loi a fortement changé la situation où on s'est retrouvé beaucoup plus proche du zéro déficit, sauf dans des périodes de crise financière, crise de la pandémie. Et là, nous luttons ici pour le retour à l'équilibre budgétaire avec le plan du ministre pour les 5 prochaines années. Nous avons ici le plan de retour à l'équilibre budgétaire de 2025 à 2030. On voit que le déficit devrait passer de 13,6 milliards à zéro déficit sur 5 ans. Ça, c'est le déficit au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en cours de route, dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire, le ministre a indiqué des écarts qu'il devrait résorber.
Donc, il a présenté un plan, mais il a dit, je n'ai pas encore tout à fait identifié les revenus et les dépenses pour y arriver. Et donc, on a des écarts à résorber qui débutent à partir de l'année 2027-28. Et pour les 2 dernières années, il manque 2,5 milliards pour respecter le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, les écarts à résorber le seront soit avec moins de dépenses que prévu, soit avec plus de revenus qu'anticipé. C'est ce que ça va prendre, 2,5 milliards d'ajustements pour maintenir le retour à l'équilibre budgétaire. Et là, il y a une embûche additionnelle. C'est lorsque le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il rehaussait le taux d'inclusion du gain en capital, le gouvernement du Québec avait dit on s'harmonise. Lorsqu'il a présenté son dernier budget en mars dernier, le fédéral n'avait pas encore annoncé qu'il renonçait complètement à la hausse de l'inclusion du gain capital, si bien que le gouvernement s'est harmonisé à quelque chose qui ne se produit pas. Et donc, il entraîne un manque à gagner ou un écart à résorber encore plus fort. Donc, ce n'est plus 2,5 milliards d'écart à résorber, mais pratiquement 3 milliards, 3. Et donc, c'est ça l'effort qu'il devra faire le ministre, non seulement de partir de 16, mais pour les dernières années, il y a un effort additionnel à combler pour atteindre véritablement l'équilibre budgétaire. Ce qui nous amène à vous passer quelques réflexions, Lynn et moi. Je débute, dans le fond, en allant un peu rondement. Ce que Suzy vous a présenté sur le fonds d'amortissement des régimes de retraite, c'est une bonne idée, mais ça prend une vision long terme. Donc, on peut voir ici que dès la première année où on a versé des fonds, bien, on s'aperçoit que les rendements ont été négatifs alors qu'il y avait un coût pour emprunter de l'argent pour mettre dans le phare. Donc, on pourrait dire après une année, c'était négatif cette idée-là de mettre de l'argent dans le phare. Et lorsqu'on arrive au fonds des générations, même chose encore. Donc, à la deuxième année, on a eu des rendements négatifs alors qu'on avait des coûts d'emprunt. Donc, encore une fois, on aurait pu dire, mais c'est donc bien pas une bonne idée, ces deux outils-là, pour avoir une vision long terme. Mais là, il ne faut pas perdre de vue que même les rendements négatifs en début d'analyse ne doivent pas fausser l'analyse ou la pertinence de mettre en place à long terme ce genre d'initiative parce que les deux ont montré des résultats positifs à long terme sur l'assainissement des finances publiques du gouvernement. Je poursuis rapidement. On a dit que la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi dette, va envoyer des signaux aux agences de notation. On peut le voir du côté de Moody's. Donc, quand nous étions en 1995, avant que la loi arrive, on avait une cote qui était beaucoup moins forte. On voit que la cote a été rehaussée ici durant la période, 2 périodes où il y a eu des rehaussements de cotes. On voit que ces lois-là ont contribué à ça. Si on va du côté de Standard & Poor's, on voit que initialement, les lois n'ont pas eu d'effet immédiat, mais il y a eu une augmentation au milieu des années 2010. Donc, en 2017, il y a eu un rehaussement. Puis, on voit que suite au dernier budget, on est revenu au même point de départ que nous avions en termes de cote de Standard & Poor's. Et lorsqu'on analyse, on décortique leur rapport, on comprend qu'ils donnent des bonnes notes et des moins bonnes notes à certains critères lorsqu'ils analysent l'économie québécoise. Lorsqu'ils analysent l'économie, on a la meilleure note. Lorsqu'ils analysent les liquidités gouvernementales, on a la meilleure note possible. Mais lorsqu'on a analysé la performance budgétaire entre les années passées et le plus récent budget, on a dit que la performance budgétaire était moins bonne. C'est ce qui a amené la décote. Mais malgré tout, on voit de manière générale que les lois sur l'équilibre budgétaire et la loi dette ont eu des effets positifs sur les agences de notation. Ce qui amène à la réflexion suivante, en lien avec la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, il faut respecter les cibles qu'on a fixées dans la loi pas plus tard qu'il y a 2 ans. Il ne faut pas les rehausser de nouveau, en plus de ce qu'on a rehaussé dans le dernier budget de 2025. Il faut respecter des versements dédiés au Fonds des générations. Il ne faudra pas les réduire pour faciliter le retour à l'équilibre budgétaire. C'est un peu des attentes qu'on a en lien avec la prochaine mise à jour économique, évidemment, c'est implicite. Puis du côté de la loi sur l'équilibre budgétaire, il ne faudrait pas changer la définition pour faciliter le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, nous avons 2 garde-fous, puis il ne faudrait pas changer les règles du jeu pour que ce soit plus facile de retrouver l'équilibre budgétaire, soit en changeant la définition ou soit encore en réduisant les versements au Fonds des générations.
Donc, je reprends le contrôle ici pour rapidement quelques diapos, mais en profiter aussi pour répondre à une des questions, étant donné que c'est très relié là, avec le sujet. On nous demande si le financement du FOR par le SPED est nouveau là, avec le projet de loi 7. Non. C'était déjà le cas avant parce que c'était quand même dans la mission du FEC qui reçoit l'ensemble des revenus du SPED. Le FEC reçoit ça et doit l'utiliser pour pour faire face au changement climatique, s'adapter, etc. Et à travers ça, bien, le financement du transport en commun là, est compris. Donc, il y avait environ 300 millions de dollars par année qui étaient transférés du FEC vers le FOR là, pour aider au niveau des transports collectifs. Donc, maintenant, ben, si on revient à ce qu'on a démontré tout à l'heure, il y a un surplus qui a été, à travers les années, accumulé dans le FEC. Puis, bon, il pourrait servir à nous assurer de rencontrer les objectifs là, fixés de réduction de gaz à effet de serre. Par contre, ben, il y a le nouveau projet de loi 7 qui vient plutôt prévoir que ben, le surplus cumulé au 31 mars 2026, là, celui qui sera calculé au 31 mars 2026, actuellement, il est autour de 1,8, il sera projeté peut-être autour de 1,7 milliard, va être versé, ces surplus vont être versés au Fonds des générations. Et après ça, annuellement, le gouvernement décidera, lorsqu'on aura constaté des surplus à chaque année, bien, il décidera de la partie qui sera versée au Fonds des générations, ça c'est nouveau avec le projet de loi, et aussi au FOR, donc cette possibilité de verser le surplus annuellement au Fonds des générations et au FOR, c'est ce qui est prévu par le projet de loi 7. Rapidement, ce que ça signifie au niveau comptable, bien, les surplus passés qui sont transférés au Fonds des générations, ça n'a aucun impact sur le solde budgétaire là, parce que les revenus avaient déjà été indiqués, puis les dépenses, fait que le surplus était déjà dans le solde, a déjà été passé dans le solde budgétaire, donc il n'y a pas d'impact au moment du transfert. Il y a toutefois un effet positif au niveau de la dette brute parce qu'on transfère au Fonds des générations qui transfère, là, en fait, qui sert en réduction de la dette brute, donc ça aura un effet positif. Si on regarde dans les années futures, l'utilisation, le transfert des fonds du FEC vers le Fonds des générations, l'effet va être le même. Puis pour les transferts vers le FOR, donc la partie qui serait déterminée qu'on transférerait au FOR, bien, il y a un effet neutre pour la dette brute et le solde budgétaire, mais il y aura un effet négatif lorsqu'il y aura utilisation des fonds, parce que là, dans le FOR, ce sera dépensé, donc il y aura un effet négatif à ce moment-là. Donc, temporairement, ça peut aider pour l'équilibre du FOR, pour réduire la nécessité d'un transfert là, du fonds consolidé vers le FOR. Ça peut servir à ça là, de façon temporaire. Quelques enjeux, en fait, il y a été question des bonnes pratiques de gestion des fonds, puis de l'importance de reddition de comptes et de transparence. Bien, le projet de loi 7 diminue les exigences au niveau de la transparence. Donc, il y a un retrait de l'obligation de publier un bilan exhaustif et, lorsqu'applicable, quantitatif des mesures mises en œuvre, puis relativement à la réduction des gaz à effet de serre et à la lutte au changement climatique. Puis, il y a aussi une diminution du nombre de rapports requis de la commissaire. On avait un rapport par année, on passe à un par 5 ans. Donc, il y a une diminution là, de la transparence à ce niveau-là. À mon tour de poursuivre maintenant, au lieu d'aller avec le projet de loi, on va aller avec le discours d'ouverture. Donc, je reviens dans le fond sur le difficile mandat qui a été confié au ministre des Finances par le premier ministre lors du discours d'ouverture en septembre dernier. Donc, il a demandé au ministre des Finances de trouver des moyens au cours des prochains mois pour soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement et tout ça sans empêcher de rétablir l'équilibre budgétaire. Donc, peut-être simplement vous montrer, là, donc, avant de vouloir soulager trop fortement le portefeuille des Québécois, voir que si on regarde une période 2019-2024, puis qu'on regarde la hausse moyenne du revenu disponible des ménages, bien, elle a été de 23,5 %, plus forte que la hausse de l'IPC, là, ou l'augmentation là, qui est causée de l'inflation. Et donc, il y a une augmentation du pouvoir d'achat sur une période 2019-2024. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais
est-ce que tout ça, c'est dû dans les premières années puis qu'il n'y a pas présentement d'augmentation du pouvoir d'achat? Bien, on a refait l'exercice pour l'année 24 par rapport à l'année 23. Puis encore une fois, bien, on voit que le revenu disponible des ménages a augmenté plus vite que l'inflation observée durant la période. Et donc, il y aura encore, même si c'est modeste, il y aura encore une augmentation du pouvoir d'achat. Donc, on n'est pas en termes de dégradation du pouvoir d'achat dans ce type d'analyse-là. Et je rajoute un autre élément qui est quand même intéressant de prendre en compte, c'est que le régime d'imposition et les crédits d'impôt et les allocations et les prestations, ils sont indexés. Et donc, ce qu'on peut voir depuis 2023, c'est que l'indexation surpasse l'inflation qu'on observe dans l'année 2023, surpasse dans l'année 2024, surpasse dans l'année 2025 et devrait surpasser dans l'année 2026 selon les calculs que nous avons faits. Et donc, il se peut que l'inflation soit un peu plus... Donc là, l'inflation ici pour 2025, ça vient du budget 2025. Il se peut que l'inflation soit un peu plus élevée que celle qui était estimée à l'époque, mais malgré tout, l'indexation pour l'année en cours est quand même significativement plus élevée. Et donc, encore une fois, dans les dernières années, l'indexation a plus que comblé l'inflation observée dans les années. Si on prend sur une longue période, techniquement, là, ça découle du fait que dans les années 2021 et 2022, là, l'inflation avait été plus forte que l'indexation parce qu'il y a toujours un petit décalage dans l'indexation. Tout ça nous amène dans l'idée de soulager le portefeuille des ménages. Est-ce qu'on doit agir sur le prix du carburant? Est-ce qu'on doit baisser la taxe sur l'essence? Est-ce qu'on doit réduire la tarification carbone? Bon, tout ça sans nuire à l'équilibre budgétaire, tout ça sans nuire au fonds qu'on a créé comme le fonds, le FORT, dont je vous ai parlé abondamment. Puis là, avant de vous dire si c'est une bonne idée, je vais quand même vous présenter quelques éléments. Vous vous doutez sans doute que je veux dire que ce n'est pas une bonne idée, mais je vais quand même vous présenter quelques éléments. Donc, pour tenter d'y répondre, ce qu'on observe, c'est dans les derniers mois, bien, la redevance sur les carburants fédérale a été abolie. Le gouvernement de l'Ontario avait une réduction temporaire de la taxe sur les carburants qui est devenue permanente après 4 annonces successives de caractère temporaire. Et là, on se retrouve avec une taxe qui est plus faible en Ontario qu'au Québec, si bien que quand on regarde le prix au litre au Québec, en date du 11 novembre, on est à 1,49 $, et alors qu'en Ontario, ils sont à 1,35 $. Donc, on a un écart de 10 % plus élevé au Québec. Si on se concentre sur la région là, Gatineau-Ottawa, la rivière Outaouais ou autour, on s'aperçoit que l'écart est plus limité de 5,6 % parce qu'il y a des réductions de taxes du côté québécois lorsqu'on est proche d'un changement de territoire. Et donc, on se retrouve avec un écart de 5,6 %. Si on regarde sous l'angle théorique, quel devrait être l'écart de prix entre le Québec et l'Ontario? Bien, l'écart de prix, considérant qu'on a le système de plafonnement d'échange et des droits d'émission qui représente en scène 9,65 cents. On a un écart de taxe sur les carburants de 10 cents. On a un écart de taxe de vente de 3,2 cents. Ça devrait être 23 sous le litre qu'il devrait y avoir d'écart entre le Québec et l'Ontario. Et lorsqu'on observe des écarts entre le Québec et l'Ontario, on constate que le 23 cents qui devrait théoriquement y avoir fond à 13,9 sous. Là, je n'ai pas l'explication pleine et entière. Est-ce que c'est les détaillants, fournisseurs ontariens qui s'accaparent une partie de la réduction de taxes ontarienne ou est-ce que c'est au Québec que les gens ne répercutent pas pleinement le SPED lorsqu'ils transfèrent le coût aux détaillants et éventuellement aux consommateurs? Mais toujours est-il qu'on n'a pas le 23 sous d'écart comme on pourrait l'anticiper théoriquement. Il est limité à 13,9 sous. Toujours pour en finir avec les taxes sur les carburants et son évolution temporelle, lorsqu'on regarde en dollars constants de 2025, je vais d'abord vous montrer avant les taxes, on s'aperçoit que le coût en 2025 est plus faible qu'en 2024, qu'en 2023, qu'en 2022, qu'en 2021 et que même plus faible qu'en 2013, il y a 12 ans. Donc, le coût de l'essence n'est pas en augmentation en dollars constants
au Québec. Et si je rajoute les taxes, parce que les gens pourraient me dire, oui, mais vous ne tenez pas compte des taxes. Si on rajoute les taxes, on s'aperçoit néanmoins que le coût cette année est plus faible que l'année passée, l'année d'avant, l'autre année d'avant, l'autre année d'avant, et même qu'il y a 12 ans. Et ça, malgré le fait qu'on a rajouté le SPED qui n'était pas là auparavant, et même en rajoutant le SPED, on s'aperçoit que le coût de l'essence au litre est moins dispendieux aujourd'hui en dollars comparables qu'il ne l'était dans les années passées. Ce qui nous amène donc à répondre, est-ce qu'on doit baisser les taxes sur l'essence ou réduire la tarification carbone? Bien, j'hésitais à en écrire, c'est une mauvaise idée ou c'est une fausse bonne idée. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne devrait pas le faire. Ça va amplifier le déficit budgétaire du gouvernement du Québec, donc parce que les revenus de la taxe sont budgétés. Ça va réduire le signal prix dans la volonté que les gens électrifient le parc automobile. Et donc, on ne devrait pas le faire pour ces simples raisons-là. Cela dit, quand on retourne au discours d'ouverture et le ministre des Finances qui reçoit une commande, le gouvernement et le premier ministre veulent faire quelque chose, s'il se sent obligé à tout prix d'agir, bien, le moindre mal, ça serait une mesure, non pas de baisser la taxe, ça serait de mettre une mesure ponctuelle, ciblée et financièrement limitée. J'aurai l'occasion d'y revenir dans nos remarques finales que Lynn et moi allons faire dès maintenant. Alors, comme première remarque finale, je serais porté à vous dire que la loi sur l'équilibre budgétaire, la loi sur la création du Fonds des générations, ce sont des garde-fous à maintenir. Ils contribuent à assurer une certaine équité entre les générations. On peut très certainement s'inspirer, je pense, de l'exemple du Fonds d'amortissement des régimes de retraite qui a été présenté, en fait, ça constitue un excellent exemple de planification efficace pour les finances publiques à long terme. Donc, ce genre de réussite-là, je pense que c'est à prendre en compte pour d'autres aspects également. Et le FOR, F-O-R-T, cette fois-ci, là, pour le réseau terrestre, je pense qu'il faut mieux prévoir son financement. Il n'y a pas de raison qu'un fonds un fonds spécial de cette nature-là, avec des revenus dédiés, soit déficitaire. Donc, ce n'est pas de réduire la taxe sur le carburant qu'il faudrait. Il faudrait minimalement, si on n'a pas la capacité de l'augmenter, il faudrait minimalement l'indexer. Les enjeux environnementaux, ils ne vont pas disparaître et ça crée très certainement un passif important. Fait qu'il faut probablement, dans ces circonstances-là, il faut certainement résister puis maintenir le recours à un fonds spécial qui permet de ne pas reculer sur le SPED, une meilleure acceptabilité du SPED, puis qu'on utilise les recettes pour accroître des retombées positives pour l'environnement. Donc, on double l'effet, on a le SPED, puis on double l'effet en ayant des dépenses qui servent aussi à protéger l'environnement. Un autre message, c'est, bon, si on veut soulager le portefeuille des ménages, c'est ce que je venais de terminer là, avant qu'on arrive aux remarques finales, mais s'il faut agir à tout prix, si le gouvernement souhaite agir à tout prix, pas de droit, mais s'il veut agir à tout prix, je disais que la mesure doit être ponctuelle, donc ça veut dire que ce n'est pas une mesure qui est récurrente. Ça veut dire si on veut qu'elle soit également ciblée, ça veut dire qu'on ne l'envoie pas à tous les contribuables. On pourrait le limiter, par exemple, aux bénéficiaires du crédit solidarité. Et si on le veut qu'elle soit limitée, bien, il faudra regarder véritablement l'écart, par exemple, de taxes sur l'essence qu'on a avec l'Ontario. Et là, on arriverait à un montant par ménage qui est quand même pas si significatif que ça. Et là, j'aurais tendance à vouloir faire un éditorial. Si on focus beaucoup sur l'écart de taxes sur l'essence en Ontario, il faudrait peut-être avoir sur une autre source d'énergie les yeux tournés et dire, bien, on économise combien au Québec avec des tarifs d'électricité si bas par rapport à l'Ontario. Un dans l'autre, ces deux mesures-là ensemble, c'est clair que le contribuable québécois en a beaucoup plus dans son portefeuille. Ce qui m'amène aussi juste peut-être à dire un mot sur les infrastructures. Bien, je pense qu'il faut prioriser de plus en plus le maintien des actifs. Donc, il y a un déficit de maintien des actifs. Avant de vouloir construire de nouveaux infrastructures, il faudrait sans doute dire, bien, on va mieux entretenir celles que nous avons.
puis finalement, de façon générale, les balises qu'on pose en matière de gestion des fonds publics servent à implanter une stratégie qui permet de protéger l'environnement, d'améliorer les conditions de vie des individus, leur bien-être, l'égalité des chances, les bénéfices de ces décisions-là qui concilient tout ça se constate seulement à long terme, d'où l'importance de persévérer dans cette voie-là. Merci, Luc et Lynn. On est donc arrivé à la fin. Comme vous le voyez, on a déjà un midi-conférence prévu la semaine prochaine. On a déjà dépassé notre temps. On peut peut-être prendre une petite minute pour répondre. Il n'y a pas des tonnes de questions. Les gens ont été attentifs. J'irai d'abord avec la première. Que faut-il penser du fait qu'une grande partie des revenus du FEC ont été investis dans des obligations et des billets à terme plutôt que dans des mesures de lutte au réchauffement climatique, alors que la loi prévoit de telles mesures? Lynn, un mot à dire là-dessus? Oui, mais en fait, il n'y a pas d'obligation de dépenser annuellement les recettes. Donc, ce qu'on a l'obligation pour certains types de dépenses qu'on doit faire, mais on n'a pas d'obligation de tout dépenser. Donc, effectivement, le fait qu'on a mis ça jusqu'en 2020, le surplus qui s'est accru jusqu'en 2020, il est encore là. Je pense que la question, c'est plus de se demander, est-ce qu'on divertit l'objectif qu'on avait de faire ça pour des mesures environnementales, puis on l'utilise pour autre chose. C'est plus ça la question que de se dire que, effectivement, on n'a pas fait les dépenses qu'on aurait peut-être dû faire puis qui nous permettraient d'atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet de serre. On devrait peut-être le faire. On doit encore se poser cette question-là, je pense, plutôt que de décider finalement que ces fonds-là vont servir carrément à autre chose là, à travers le transfert au Fonds des générations. Merci, Lynn. Petite précision sur le phare, parce que je vois une question on demande si on a bien compris qu'au 19e siècle, il y avait déjà des fonds capitalisés de retraite. Si c'est ça qui a été compris, j'ai mal fait mon travail. C'était pas des fonds, ils n'étaient pas capitalisés à la fin du 19e siècle. C'était déjà des régimes de retraite où la prestation déterminée, mais ce n'était pas du tout des fonds capitalisés. Voilà. Petite question, Luc, peut-être rapidement. A-t-on déjà eu un fonds santé? Il en existe un actuellement, finalement, un fonds santé qui est le fonds des services de santé, effectivement, qui existe. Je ne pourrais pas en parler très longuement, mais c'est un fonds qui avait été dédié. Au début, il y avait des revenus qui étaient vraiment dédiés. Là. Les gens payaient des... Il reste encore aujourd'hui des employeurs qui contribuent, qui font une contribution au fonds de services de santé. Mais par la suite, ces sommes-là restent dans le fonds consolidé du gouvernement. Oui, mais ils sont prévus quand même, ils sont utilisés en partie par le ministère de la Santé, même s'ils sont collectés par le ministère des Finances. Là. Pour ta question initiale, au 19e siècle, c'est le gouvernement comme employeur de fonctionnaires ne mettait pas d'argent de côté, il payait ça même ses dépenses courantes. Puis les employés, par contre, eux, pouvaient avoir une cotisation. Je ne sais pas à quel moment la cotisation est arrivée, mais ça rentrait dans les revenus de l'État à ce moment-là. Exactement, exactement, c'est ça. Merci. La dernière question, l'autre question était beaucoup plus philosophique. Je pense qu'on n'a plus le temps de rentrer là-dedans. Là, une question relativement au fait que est-ce qu'on peut réellement atteindre un équilibre parce qu'à cause de l'approche de Wagner, grosso modo, si je caricature, là, c'est que ça dit qu'avec le développement, plus ça va, plus le développement économique, on augmente le niveau de vie, mais on veut de plus en plus de l'État, donc peut-être que c'est impossible d'atteindre un équilibre parce qu'il y a toujours besoin de dépenses, mais je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans. Alors, merci à tout le monde. Merci Luc, merci Lynn, merci Yves. Grâce à toi, j'ai peut-être réussi à transmettre certaines informations. Donc, on se revoit pour peut-être plusieurs d'entre vous la semaine prochaine lors d'une conférence sur la mise à jour économique. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.